Les perspectives économiques s'améliorent enfin, diront certains. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour David. Président du cabinet PrimeView. On a l'OCDE hier qui relève fortement sa prévision de croissance mondiale, 5,8% pour cette année. Youpi, tralala. Il faut dire que c'est une prévision qui, quand même, c'est une sacrée révision, pour le coup, à la hausse. C'est 1,4 point de plus qu'au mois de décembre, soit donc il n'y a même pas 2 mois et demi. Ça prouve que, voilà, on se dit quoi, que les perspectives économiques mondiales se sont améliorées incontestablement, ou est-ce que, quand on regarde un petit peu, on va le voir, ce qui a poussé l'OCDE à avoir sa copie, c'est notamment ce qui se passe aux États-Unis? Alors ça illustre deux choses déjà. C'est que l'OCDE était clairement en retard. Donc ça, c'est le premier point. Quand on regardait les prévisions que formulait le FMI, en réalité, les révisions à la hausse des perspectives de croissance de la part de l'OCDE pour l'économie mondiale et des différents pays, en réalité, le FMI attendait plus 5,5% de croissance pour 2021 au niveau mondial. L'OCDE, en fait, avec sa nouvelle prévision, attend maintenant plus 5,6%. Ils étaient à la remorque, c'est ça, l'OCDE à la remorque du FMI? Là, en l'occurrence, force est de constater, et c'est effectivement ce qu'on l'avait déjà pointé du doigt, que l'OCDE n'avait pas acté le fait que les stratégies de vaccination qui progressaient, qui s'accéléraient, auraient évidemment des conséquences sur la libération en fait de nos économies qui étaient contraintes en 2020 et nous permettaient en fait d'aborder l'année 2021 avec plus d'optimisme que ce qui était le cas, je dirais, au mois de novembre dernier. Donc là, clairement, il y a une mise à niveau tout simplement des perspectives de croissance. Alors évidemment, le plus prégnant, c'est que ces perspectives de croissance, elles sont d'autant plus fortes que l'élection de Biden et notamment la proximité du vote du plan de relance budgétaire de 1 900 milliards de dollars aux États-Unis vient renforcer encore l'optimisme qui est le nôtre en ce qui concerne en fait les perspectives de croissance en 2021. Donc il y a déjà un phénomène de base. Donc on en parle beaucoup, mais ce n'est que un ajustement nécessaire et auquel on s'attendait en réalité de la part de l'OCDE, qui s'ajuste et se met au niveau du FMI. Évidemment, c'est associé à deux choses. Premièrement, les stratégies de vaccination qui donnent une lumière au bout du tunnel et qui font que les perspectives de croissance vont s'améliorer. Ça, c'est le premier point. Et un petit boost en plus grâce au plan de relance budgétaire américain. Oui, mais ça, c'est demain après-demain, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, quand on regarde les chiffres de croissance ou d'activité en zone euro ou en Amérique en ce début d'année, c'est pas folichon quand même. Alors, il y a quand même deux dynamiques qui s'opposent, tout de même. Là, pour le coup, le monde n'est pas plat. Là, surtout en Europe. Et on le sent véritablement depuis la fin d'année et surtout depuis le début de cette année. Tous les chiffres économiques aux États-Unis sont systématiquement meilleurs qu'en Europe. Donc on a vraiment en fait trois zones au niveau mondial. Une première zone Asie qui continue d'avancer, mais qui a été moins touchée évidemment par la crise sanitaire, donc qui continue d'avancer convenablement à un rythme et c'est d'ailleurs probablement ce qui a entraîné le prix des matières premières vers le haut, assez vite, assez tôt, donc bien avant en fait les perspectives de croissance qui s'améliorent au cours des derniers mois. Donc ça c'est le premier point. On a des États-Unis qui économiquement parlant, ont beaucoup moins souffert de la crise sanitaire, tout simplement parce qu'elles ont beaucoup moins fermé leur économie. J'en veux pour preuve, en fait, la baisse du chiffre d'affaires des entreprises américaines n'a strictement rien à voir avec la baisse du chiffre d'affaires des entreprises européennes. Et donc, vous avez une troisième zone du monde qui est la zone euro, qui, pour le coup, reste engluée. Mais j'ai envie de dire, c'est presque la thématique des années 2010, des années 2010 qui se poursuit. Engluée parce qu'en termes sanitaires, on en a fait plus pour éviter peut-être des morts et donc on le paye économiquement? Ne m'emmenez pas sur la thématique de l'efficacité des politiques sanitaires. Je ne sais pas quel est. En tout cas, le choix a été celui d'une plus grande fermeture de son économie en Europe. Et donc ça se ressent évidemment sur les chiffres. Voilà, force est de constater que d'un point de vue, quand vous empêchez les gens d'aller d'abord en fait de produire puis ensuite de consommer, en sachant qu'en plus nos économies sont devenues, attention, nous ne sommes plus dans les années 90 où nos économies étaient très industrielles. Aujourd'hui, nous sommes essentiellement 80% de l'emploi chez nous repose sur des emplois de services. Donc évidemment, les restrictions sanitaires, elles ont mis à l'arrêt une très grande partie de notre économie, essentiellement dans le domaine du service. Et plus ça dure, plus l'écart qui nous sépare des pays qui ont choisi une autre stratégie, à savoir celle de la fermeture tout à fait partielle, eh bien, en fait, l'écart se creuse. Ouais. La divergence économique, Pierre, la divergence économique entre la zone euro et les États-Unis est hallucinante. Quand on regarde sur 2020, on l'a déjà traité ici, mais sur 2020, baisse du PIB en zone euro, c'est quoi? C'est 8%, 3,5% aux États-Unis. Et là, quand on voit les prévisions de l'OCDE pour cette année, pour plus 6,5% aux États-Unis, contre un petit 4% de rebond en zone euro. C'est quand même au mieux agaçant, au pire très énervant, quoi.
Ben, j'ai envie de dire, au-delà du fait d'être agaçant, on peut considérer surtout ça comme inquiétant. C'est parce que la réalité, c'est qu'on a plus chuté, on a moins de perspectives de croissance à court terme et à long terme, parce que démographiquement parlant, en plus, nous avons un profil qui est moins favorable en fait aux pays anglo-saxons, notamment les États-Unis. Et en contrepartie, on a une dette supplémentaire, une dette supérieure. Donc avec des sur la dette, j'attends de voir avec tous les plans de relance américains ce qu'ils vont avoir en termes de dette. Ben, vous savez, en fait, malheureusement ou heureusement, le taux d'endettement, c'est dette sur PIB, c'est dette sur richesse créée. Donc vous comprenez bien que lorsque la croissance accélère plus vite aux États-Unis qu'en Europe, eh bien la réalité, c'est que le fardeau de la dette sera plus léger à porter là-bas, parce que c'est la croissance qui va le permettre en fait d'assumer ces niveaux de dette plus élevés. Donc il faut ouvrir les vannes à tout crin? Non, c'est-à-dire d'un point de vue sanitaire? Non, les vannes budgétaires. Alors, les vannes budgétaires... Si on regarde ce que font les États-Unis... Elles sont déjà, évidemment, mais elles sont déjà ouvertes à tout crin. Pardon, mais quand on fait le cumul de tous les plans de relance, on a eu quoi? On a eu 2200 milliards au départ, administration Trump, je crois que c'est votre contrôle. Ensuite, il y a eu 900 milliarrs en fin d'année. Absolument, et on rajoute 1900 maintenant. Donc ce qui nous mène à 5000 milliards de dollars. 4500, 5000 milliards de dollars, donc c'est 25 points de PIB. C'est absolument colossal, c'est gargantuesque. Alors attention, donc premièrement, il faut noter le fait que le rebond de l'économie mondiale, piloté par les États-Unis, il est normal. Quand vous rajoutez 9 points de PIB de relance budgétaire sur l'année 2021, c'est le plan de relance budgétaire en fait de Biden, c'est aussi logique de voir cet écart. Après, la question de fond, c'est est-ce que fondamentalement, ce plan de relance-là va être utile aux États-Unis? C'est surtout ça le débat aujourd'hui. C'est est-ce que les États-Unis ont véritablement besoin d'un plan de relance de ce niveau? Oui, évidemment. Il suffit de regarder les chiffres. Attention, les États-Unis n'ont pas chuté comme l'Europe initialement, alors que les États-Unis ont moins chuté que nous et réinjectent beaucoup plus que nous. Donc, il faut faire attention quand on manipule en fait l'argent public, à savoir que les niveaux de dette, quand vous utilisez la dette publique comme levier de relance, il faut que la relance soit bien proportionnée. Parce que si vous allez trop loin déjà, vous allez accumuler un stock de dette qui, in fine, en gros, vous allez consommer des balles pour soutenir en fait la croissance que vous n'aurez plus a posteriori. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas non plus aller trop loin. Premièrement, et deuxièmement, il faut aussi que ça soit efficace. On va voir sur les 1400 dollars que va distribuer Biden aux Américains, si les Américains souhaitent le consommer ou l'épargner. Parce que si on continue d'alimenter finalement ou de soutenir le ménage américain, alors même qu'il y en a moins besoin Pierre, c'est plus que 1400 dollars, c'est par personne et plus aussi par enfant, donc on peut vite aller beaucoup plus que 1400 dollars. Tout à fait, mais la question c'est quel va être l'usage de ce chèque, de ce cadeau fait au ménage américain. Si c'est pour épargner, ça ne sert à rien, très concrètement. Ça ne sert à rien, si ce n'est avoir créé de la monnaie, donc accumuler en fait de la dette publique que vous ne retrouverez pas directement dans la richesse que vous créez. Donc la question de la proportion du plan de relance va être extrêmement intéressante à observer. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et d'ailleurs si jamais le taux de croissance c'est ça qui est compliqué, on est vraiment sur la ligne de crête. Si jamais le plan de relance est trop important et trop favorable à l'économie américaine, on va se retrouver avec des taux de croissance qui vont être extrêmement élevés. Et à terme, rendez-vous bien compte que quand on projette au-delà de l'inflation, parce qu'il n'y aura pas d'inflation. Ce n'est pas l'inflation qui pose souci. C'est plutôt les taux et les conditions de financement. Comment voulez-vous arriver à maîtriser des conditions de financement, à les maintenir au niveau actuel, si véritablement on atteint 6,5% de croissance en 2021 et plus de 4% en 2022 aux États-Unis? Ça va être impossible. Même la Fed n'y arrivera pas. Donc ça veut dire qu'on peut être dans une situation qui fait que si jamais le plan de relance est trop efficace, si l'écononie va trop vite, sans inflation par rapport à son potentiel, sans inflation des revenus, parce qu'il n'y aura pas d'inflation salariale, des raisons structurelles qui font que il est extrêmement difficile de l'envisager. Eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des taux qui montent trop. Et attention, des taux qui montent trop, c'est très concret. Alors, on est au téléphone, malheureusement, on ne se voit pas, mais j'aurais aimé en fait vous montrer une image. La corrélation, par exemple, entre l'investissement des ménages américains dans l'immobilier. Elle a explosé en fait en fin d'année dernière. Donc il y a beaucoup de ventes et d'achats en fait d'immobilier aux États-Unis. Donc un marché très dynamique. Mais pourquoi il est dynamique? Parce que les taux s'étaient effondrés. Les conditions de financement étaient très favorables. Là, vous avez des taux d'intérêt qui sont déjà passés de 0,5% à 1,5% sur des taux à 10 ans. Vous allez voir l'impact très rapidement. C'est-à-dire qu'attention, il va falloir maintenant faire attention à ce que les conditions de financement, les taux d'intérêt ne remontent pas trop vite. Aux États-Unis. Trop vite, sinon vous risquez en fait de casser
casser, j'ai envie de dire, la dynamique des agents privés que sont les ménages et les entreprises. Pierre, Si les taux ouais. montent trop vite, les conditions de financement ne permettront plus aux ménages de continuer à consommer convenablement et aux entreprises de continuer à investir raisonnablement. Et là, vous serez dans une situation où finalement vous aurez utilisé l'argent public comme effet d'aubaine, mais il n'y aura strictement aucun effet d'entraînement positif à long terme. Et donc là, c'est là où on peut s'interroger sur le calibrage en fait de ce plan de relance. Ouais, aux États-Unis. Sachant qu'on finit là-dessus, mais l'OCDE alerte à juste titre, et donc il y a cet écart de croissance entre la zone euro et les États-Unis, mais qu'un retard dans la vaccination en Europe pourrait hypothéquer la reprise. Donc on pourrait faire moins de 4. Évidemment. Aussi. Mais oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, chaque jour 4, qui passe. Pas fait non plus, hein. Chaque jour qui passe, alors attention, 4, après moins 8, rendez-vous compte. On est très très loin de retrouver les niveaux d'avant 2019-2020. Et là, enfin, on parle d'économie sur Ecorama, mais on parle aussi finance. Et c'est là où on peut s'interroger. Dire que sur la résistance et la résilience des actifs européens, notamment des actifs risqués européens. Dire qu'aujourd'hui, les actifs européens bénéficient finalement de l'effet d'entraînement du marché directeur, que sont les marchés américains. Yes. Mais attention, si l'écart continue de se creuser, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial. C'est-à-dire que vous regardez les taux de marge des entreprises européennes, ils se sont effondrés quand les taux de marge des entreprises américaines ont beaucoup moins décru. Idem on aura de nouveau cette grande divergence aussi entre les marchés boursiers européens et américains. C'est inévitable. C'est aujourd'hui inévitable parce que malheureusement, la zone euro accumule les fardeaux. C'est-à-dire que d'un point de vue structurel, à la limite ça on le subit, donc il faut s'y adapter, mais aussi d'un point de vue conjoncturel. Donc, on finit sur une note d'optimisme, Pierre, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que on est sur ligne de crête et donc on compte et on espère que le pilotage sera un pilotage précis. Voilà, il ne faut pas vouloir trop en mettre à un moment donné. Quand on a déjà fait beaucoup, on a magnifiquement géré finalement économiquement. Là, on parle côté américain. Les conséquences en fait de la crise. Maintenant, il ne faut pas rentrer dans un cercle vicieux qui serait finalement qui ne serait pas utile à l'ensemble de nos sociétés, de nos économies, qui serait que la dépense publique vient directement financer des ménages qui n'en ont pas besoin et ça génère des dommages collatéraux qui, in fine, seront pires que ce contre quoi on essaie de lutter. C'est plus aux États-Unis qu'en Europe, tout ça. Évidemment, mais malheureusement, l'Europe subit, je dirais, subit. Nous ne sommes plus le marché directeur. Nous ne sommes entre guillemets des suiveurs sur ce plan. Et si les États-Unis entre guillemets voient leur taux monter, vous verrez. Par capillarité, par contagion. Et effectivement, pour quelle raison aujourd'hui, au regard des perspectives, des stratégies de vaccination, les taux allemands, les taux italiens, les taux français remontent depuis quelques semaines? Quelles raisons structurelles, en fait, permettent de c'est une des questions qu'on posera dès vendredi, je le rappelle, à 8h30 en direct sur Boursorama, au gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui sera là avec nous pour en parler. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Explication à bientôt, signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Bonne journée. Salut, Pierre.